les problèmes de l'accès au terrain ne se posent pas seulement dans des pays en guerre ou dans des pays autoritaires, mais aussi dans des sociétés démocratiques où il n'y a pas de conflit. Nous avons créé un groupe de travail à FSP, NATER, on l'a appelé, donc non-accès au terrain. Et d'emblée, nous avons fait un sondage. Nous avons reçu énormément de réponses des jeunes chercheurs qui ne travaillent pas sur des conflits, mais qui travaillent dans des terrains dits sensibles, ou sur des groupes, par exemple, d'extrême droite, ou des groupes dits vulnérables, des enfants, ou encore sur la prison, ou d'autres qui ont souligné aussi comment la distance sociale entre les chercheurs et les enquêtés pouvait poser problème. Donc, je pense que c'est important de garder à l'esprit, comme ça avait été déjà souligné au moment de la conversation méthodologique organisée par Hélène Combe et Jacobo Grajales au congrès de la FSP, au dernier congrès de la FSP, c'est qu'il n'y a pas un lien univoque entre les contextes politiques et l'activité de la recherche, et que la question de l'accès ou du non-accès est aussi liée à comment la perception du risque est construite et évolue dans nos institutions et dans nos disciplines aussi. Si on parle des problèmes qu'on peut rencontrer ou que j'ai pu rencontrer, il y a évidemment les problèmes sécuritaires. Quel risque on veut encourir, tout d'abord. Est-ce qu'on est prêt, par exemple, à partir dans des zones en conflit où nous ne sommes pas couverts par nos institutions? Comment on se protège si on décide d'encourir ces risques? Et là, la question de la connaissance préalable du terrain, de la langue, des acteurs, des relations de confiance, il me semble qu'elle est fondamentale. Il y a ensuite des problèmes ou des injonctions institutionnelles, les contraintes pour obtenir des ordres d'émission qui autrefois peut-être n'existaient pas ou n'étaient pas aussi insidieuses, qui varient beaucoup aussi selon la réglementation des universités ou des organismes de recherche, même des bailleurs. Donc, c'est la question de l'accès aux zones classées rouges ou oranges par les MAE, donc par des institutions qui ne sont pas scientifiques. Et donc, comment on fait avec ces interdictions ou comment on les contourne et quels risques, voilà, comme c'est que j'ai dit tout à l'heure, quels risques on veut encourir. Il y a ensuite aussi, et on l'oublie souvent, la question de la faisabilité lorsqu'on est candidat. Pour les jeunes chercheurs, lorsqu'on candidate à un concours comme les concours CNRS, l'IRD, ou même lorsqu'on présente un projet. Comment on peut arriver à convaincre les jurys du fait qu'on peut mener un terrain dans des accès difficiles. Et là, on est vraiment mis à l'épreuve et on fait face parfois à l'incrédulité des collègues qui travaillent sur des contextes plus faciles et qui, voilà, d'emblée vont écarter le projet ou la candidature puisque non faisable ou difficile, d'une faisabilité doutable. Il y a aussi la question de l'éthique qui est liée à la managérialisation de la recherche. On est tous confrontés, on est de plus en plus confrontés. La question là émerge de comment protéger les enquêtés dans ces terrains. Comment, par exemple, dans mon cas, comment je réagis si, lorsque je pose des questions, mon enquêté, je peux éveiller dans mon enquêté un traumatisme. Comment faire, comment les protéger? Il y a aussi la question de la protection des données, bien sûr. Dans le cadre de mon projet ERC, j'ai dû rédiger un protocole d'enquête très, très, très détaillé qui a dû être approuvé par l'ERC et ensuite par mon institution, par l'IRD. Il y a la question aussi des comités d'éthique des pays où l'on enquête, lorsque c'est des pays autoritaires ou lorsque c'est des pays en guerre ou lorsque c'est des pays où ces comités n'existent pas. Comment on fait pour dire on va mener cette enquête
Est-ce que je peux les faire si on sait que lorsqu'on déclare cette enquête, on va mettre en risque nos enquêtés et les chercheurs eux-mêmes. En tout cas, il y a la question de la déontologie du chercheur qui se pose d'une manière plus accrue, je pense, dans ces terrains difficiles d'accès, qui est celle de l'utilité de notre recherche, à quoi elle sert. Lorsque on est confronté à des réfugiés ou à des personnes qui ont été victimes d'une guerre ou des personnes qui ont été combattantes au sein d'un mouvement armé, des personnes qui cherchent à partir en exil, qui sont dans des procédures interminables, dans des situations d'incertitude extrême. Un autre problème que j'ai pu rencontrer quand j'étais en train de finir ma thèse et quand le conflit syrien s'était déclenché, c'était la question de la sursollicitation du chercheur par les médias et par les pouvoirs publics qui oblige les jeunes chercheurs ou les chercheurs à s'exposer, à prendre position et à intervenir dans des formats, des prises de parole auxquels on n'est pas habitué. Et ça, dans mon cas, c'était une période qui avait généré énormément d'anxiété et pour laquelle je n'étais pas préparée. Peut-être aussi la question des émotions, de la place des émotions dans ce type de contexte où vraiment on peut finir par ressentir une fatigue émotionnelle très forte, où parfois on se sent en détresse, on est en contact avec des populations en détresse, et on peut avoir aussi peur ou un sentiment de légitimité, et on n'a pas toujours les espaces d'écoute et des préparations nécessaires pour débriefer et pour trouver de l'aide psychologique si jamais c'est nécessaire. Lorsque nous parlons de pays ou des terrains difficiles d'accès, on parle aussi de la sous-traitance du travail des recherches avec un recours à des assistants, à des fixeurs, à des traducteurs qui souvent ne sont pas reconnus, qui ne signent pas les papiers et qui, de surcroît, ne sont pas protégés par nos institutions et qui peuvent encourir des risques en travaillant avec nous ou pour nous. Donc, cette question, il faut aussi vraiment la prendre à bras-le-corps. Et enfin, voilà, c'est cette question de la rétribution matérielle ou symbolique de ce travail qui est souvent passé sous silence. Tous ces problèmes que j'ai mentionnés, je dirais qu'ils sont liés à des logiques sociales plus larges et dont on ne parle pas forcément. Et ça, c'est aussi un des objectifs du groupe NATER, qui est pensé comme un espace de partage et de transmission des savoir-faire. Tout d'abord, la question, les logiques des genres, qui sont souvent tues. Pour les cas de la Syrie, c'est très clair. La plupart ou presque tous les chercheurs qui sont entrés en Syrie depuis 2011 sont des hommes. Donc, lorsqu'on est une femme, est-ce qu'on court les mêmes dangers? Est-ce qu'on veut encourir les mêmes risques? Surtout quand on est une femme et qu'on a des enfants, ça change beaucoup la donne. Il y a aussi les logiques des positions dans un champ et d'un statut. Pour les jeunes chercheurs, c'est particulièrement difficile de savoir négocier avec les tutelles, avec les UMIFRE, avec les universités, ces terrains difficiles. Alors que quand on est un chercheur confirmé, on peut se permettre de prendre plus de contourner plus facilement, en prendre plus de risques. Donc, cette question se pose aussi. Des logiques des nationalités, ça avait été mentionné dans les échanges que nous avions eus suite à la conversation méthodologique au congrès de la FSP. Comment nos institutions françaises ou européennes protègent des doctorants qui sont des nationalités extra-européennes et qui, en situation de problèmes sur le terrain, sont complètement
dépourvus d'aucun soutien, y compris de leur pays d'origine et du pays où ils sont inscrits en thèse. Je pense qu'il faudrait qu'on s'organise, qu'on réfléchisse à ces situations, c'est logique des nationalités, sachant, comme je l'ai déjà dit, que les possibilités des négociations et des protections donc, sont liées, dépendent de ces statuts, de cette position sociale, de cette nationalité occupée par les chercheurs. Enfin, si je devais donner quelques conseils pour les jeunes chercheurs qui s'apprêtent à faire un terrain dans des pays où l'accès est compliqué, je dirais tout d'abord qu'il faut faire un travail de préparation du terrain en amont, un travail consciencieux où on se pose tout d'abord la question des risques auxquels on pourrait faire face. On se pose la question de où est-ce qu'on veut aller, donc l'itinéraire de notre séjour et les lieux où on va rencontrer nos interlocuteurs. C'est important. Est-ce qu'on va les rencontrer dans des lieux publics ou au contraire, est-ce qu'on va essayer de s'enfermer dans des appartements privés, par exemple, lorsque nous parlons des pays autoritaires où les enquêtés sont sous surveillance aussi bien que les enquêteurs, les chercheurs. Qui on va rencontrer, si on peut établir déjà un premier contact avant d'arriver sur le terrain. Et enfin, peut-être aussi la question de prévenir l'ambassade. Moi, à chaque fois que je pars dans le sud de la Turquie, dans les régions limitrophes avec la Syrie, je préviens l'ambassade française et espagnole pour leur dire que je suis dans les coins et qu'est-ce que je vais faire. Une autre question, je pense qu'il faut préparer avant de partir sur le terrain, c'est la question de c'est aussi la question de la sécurisation des données. Donc, comment on va collecter les données, comment on va les transférer, où on va les stocker, quels matériaux informatiques on va apporter. Par exemple, si on part avec un ordinateur, les vider au maximum des contenus personnels et d'autres dossiers qui ne sont pas nécessaires. Ça, c'est quelque chose qu'on nous a beaucoup conseillé de faire dans le cadre du projet ERC que je dirige. Et aussi utiliser de manière modérée et rationnelle les réseaux sociaux. Donc, ne pas s'afficher, ne pas prendre des photos en disant exactement où est-ce qu'on est, avec qui on est. Lorsque dans le sud de la Turquie, il y avait les problèmes des kidnappings et du risque de terrorisme, c'était un conseil qu'on nous donnait très souvent. Ne montrez pas où est-ce que vous êtes pour ne pas être repérable. Si le terrain est interrompu brutalement, ce qui est arrivé à de nombreux chercheurs travaillant par exemple sur le monde arabe au moment des révolutions, il faut aussi se dire que cette interruption du terrain peut avoir des dimensions heuristiques en réfléchissant à d'autres espaces d'observation auxquels on n'avait pas réfléchi auparavant, en menant des entretiens en ligne, ce qui est plus facile à faire lorsqu'on a déjà entamé les terrains, bien sûr, en menant des ethnographies digitales. Et dans ce sens-là, il y a de plus en plus des projets, des réseaux, des chercheurs qui travaillent sur ces questions. Je pense notamment, par exemple, à l'ERC Offsite dirigé par Shulam Academy, qui travaille sur l'Iran en menant des enquêtes à distance. Je dirais aussi aux jeunes chercheurs de ne pas hésiter à demander de l'aide lorsqu'ils ressentent une fatigue émotionnelle, à en parler, à chercher donc de l'aide auprès de nos institutions, auprès de nos collègues, de nos laboratoires. Souvent, on s'était, on n'en parle pas parce qu'on a honte. Et en discutant, justement, on se rend compte qu'on n'est pas seul et que beaucoup d'autres collègues peuvent être confrontés à des sentiments similaires dans d'autres contextes. Et ça fait du bien d'en parler. Donc, vraiment, chercher de l'aide. Et à ce titre, s'adresser aussi donc, à ces groupes de travail de la FSP Nater qu'on vient de créer et que nous avons pensé donc, comme un espace de partage et de mutualisation d'expériences et de savoir-faire pratiques aussi pour pouvoir remonter à nos tutelles, à nos universités, des problèmes auxquels
on ne donnait pas vraiment un nom auparavant, comme c'est les cas dans d'autres problèmes, comme par exemple les problèmes des agressions sexuelles à l'ESR ou d'autres.